Salut, est-ce que vous savez que la musique électronique ne date pas d'aujourd'hui? En effet, il a fallu bien des expériences et bien des accidents avant de pouvoir en arriver à la musique un peu dance d'aujourd'hui. Voyons tout ça. Déjà, rappelons que la musique électronique est un art dit acousmatique. C'est un art apparu avec la radio et les expérimentations de Pierre Schaeffer. Un art acousmatique va avoir pour but de développer le sens de l'écoute en jouant avec des supports d'enregistrement. L'expérience prouve que le visuel dans une performance musicale joue un grand rôle dans l'appréhension de l'œuvre. Le terme acousmatique était notamment employé par Pythagore pour définir certains de ses enseignements qui se faisaient derrière un rideau afin que les élèves se concentrent et captent toute l'essence de l'enseignement du maître. On comprend alors pourquoi le terme est appliqué aux expérimentations acoustiques de la fin des années 40. On ne voit en effet pas la source sonore. Les premiers supports électroacoustiques d'enregistrement n'étaient pas nombreux. Au tout début, il y avait le phonotographe, dont les premiers enregistrements de 1860 ont été restaurés et préservés, soit 17 ans avant les premiers enregistrements de Thomas Edison sur son phonographe. Edward Léon Scott de Martinville est la première personne à avoir réussi à enregistrer sa voix dans le phonotographe. Mais c'est que de nos jours qu'on arrivera à réécouter tout ça. Voici quelques exemples de ces essais. C'est ensuite l'arrivée du gramophone, inventé par Emil Berliner à la fin des années 1880. Cette invention permettait de pouvoir lire un enregistrement sur un CD de métal, de cire ou de gomme laque, tout ça avant l'arrivée du vinyle. Ainsi, la qualité et la longévité des enregistrements se voyaient nettement améliorées. En 1920, Léon Thérémine invente le thérémine. Un instrument extrêmement en avance sur son temps qu'on joue sans même le toucher, en entravant un signal électrique un peu comme une onde radio pour affecter le volume et la hauteur. Et 8 ans plus tard, ce sera Maurice Marteneau qui va inventer les ondes Marteneau, un instrument qui tire son origine des ondes télégraphiques. Un des ondistes les plus célèbres est le français Thomas Bloch, qu'on retrouve notamment dans le dernier album de Daft Punk. Pour en revenir à Maurice Marteneau, mine de rien, en 1930, il va développer ce qu'on peut considérer comme étant la première boîte à rythme, avant même toutes les autres. La Rhythmicon est un instrument à clavier qui avait pour but de déclencher des sons très courts avec un rythme particulier dépendant de la touche sur laquelle on appuie. It's a real musical instrument. En voici un exemple très sommaire. It's a real musical instrument. Vers la fin des années 40, on va commencer à avoir des individus expérimentés avec des appareils militaires ou alors du matos de laboratoire. On va associer Pierre Schaeffer à ces expérimentations et il va ainsi inventer le concept de musique concrète. 2 ans avant ça, il avait mené l'expérience du sillon fermé. En fait, à cause d'un vinyle rayé, il avait réussi à emprisonner malgré lui une seconde d'enregistrement. Ainsi, il s'est concentré sur l'audio et a fini même par oublier que c'était un accident. C'est comme ça que la musique concrète est née, grosso merdo. Quand il va réitérer l'expérience avec un son de cloche, il va se rendre compte d'une chose. Lorsqu'on retire l'attaque initiale d'un son, son timbre devient plus difficile, voire impossible à reconnaître. Le timbre, c'est la couleur d'un son, qui fait qu'on distingue un hautbois, d'un piano, d'une trompette. Ainsi, quand on prend un son de cloche comme ici et qu'on en retire ce qu'on appelle l'attaque ici, en répétant en boucle ce son, on observe que le son s'apparente à bien autre chose. C'est là les premières notions de réelle musique électronique qui va autoriser les compositeurs à trafiquer les enregistrements pour en faire autre chose. En 1954, c'est dans un studio de musique électroacoustique de sa création que la jeune Wendy Carlos, à l'époque Walter, va réaliser de nombreuses expériences sur les bandes magnétiques. Elle va commencer alors à composer petit à petit des thèmes électroniques dans son coin et c'est son intérêt grandissant pour le futur synthétiseur qui va l'amener définitivement vers la musique électronique. Elle était très amie avec un certain Robert Moog, le créateur du célèbre synthétiseur modulaire. Elle réalisa de nombreuses adaptations de l'œuvre de Bach grâce à ce nouvel outil dans un album qui s'appelle Switched on Bach, littéralement Bach branché. Au fait, pendant ce temps-là, en 1959, la compagnie Wurlitzer commercialise la première boîte à rythme du marché. La Sideman devait être un outil pour accompagner les organistes. Des sons de percussion étaient produits grâce à des circuits et des lampes. La musique n'était alors plus électroacoustique mais réellement électronique, dans le sens où tous les sons qu'on entend sont créés par un circuit électronique que l'on appelle un oscillateur. Je vais vous montrer.
petit circuit que j'ai fait, c'est un oscillateur. J'en ai profité pour le mettre dans une petite boîte, tant qu'à faire. On va juste retrouver le câble. Un synthétiseur de base, c'est ça donc, un oscillateur tout simple. On peut donc du coup voir ici ce que ça donne. C'est littéralement ce qu'on entend. Ça s'appelle une dent de scie et on peut effectivement comprendre pourquoi. Au final, c'est que des petites impulsions électriques qui vont se répéter à intervalles réguliers et donner une note en fonction de la fréquence. Tout simplement. C'est pas beau? Un oscillateur, c'est forcément monophonique. Ainsi, dans les œuvres de Wendy Carlos, il y a autant de voix dans l'œuvre qu'il y a d'oscillateurs. Le curieux mélange des œuvres de musique baroque ou fantastique avec le timbre du synthétiseur va plaire à Stanley Kubrick, qui va étroitement travailler avec Wendy pour déstabiliser dans ses films Orange Mécanique ou The Shining. Enfin bref, en même temps que Carlos, on peut retrouver de l'autre côté de l'Atlantique une autre jeune diplômée en musique et en physique nommée Delia Derbyshire. Vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sûrement son œuvre. Et oui, on le sait peu, mais c'est elle qui a réalisé le thème de Doctor Who, écrit au départ par Ron Grainer. Ce dernier a écouté ce qu'en a fait Delia et se serait exclamé « J'ai écrit ça moi ?» Ce à quoi elle répondit « En grande partie oui ». L'histoire de ce thème est d'ailleurs très intéressante. Il faut savoir que ce morceau n'est composé à l'aide d'aucun musicien ni synthétiseur. En effet, on est retourné à l'époque où il n'y avait que des laboratoires de musique électronique avec du matériel de labo et militaire comme on a vu au début. Et pour ceux qui se demandent, ce saut de 9e n'est pas fait avec un thérémine. Et non, ce sont que des bandes magnétiques et des oscillateurs. Sans enregistreur multipiste, le morceau a d'abord été enregistré sur 3 bandes magnétiques séparées que les ingénieurs ont ensuite dû lancer en même temps à 3 de 1 parté pour ensuite enregistrer le mix final. À cause des lois de la BBC de l'époque, Grainer est le seul à être crédité pour ce thème alors que Delia et son équipe devraient partager les crédits, mais ils ne gagneront jamais un quid avec ça. En tout cas, réduire Delia à ce thème serait fort dommage, car au cours de sa carrière à la radiophonie de la BBC, qui soit dit en passant était censée ne pas engager de femmes, comme quoi, elle a pu multiplier les expériences et ainsi enregistrer un tas de sons absolument super que je vous invite à découvrir, comme par exemple ce court extrait tiré de Danse pour Noah, qu'elle a écrit pour une émission de radio de la BBC. Et notons encore une fois que tout ça est créé sans synthétiseur. Pour voir le premier réel synthétiseur, il faudra retourner en 1963 chez le compositeur Morton Subotnick et son associé, qui vont faire appel à un ingénieur du nom de Don Buchla, avec lequel ils vont composer et développer la première boîte à composition. Du moins c'est comme ça qu'ils vont l'appeler. C'est pour ainsi dire le premier réel synthétiseur portatif à destination des compositeurs, voire du grand public. Il est doté d'une multitude de paramètres, oscillateurs, filtres, etc. Un filtre en musique électronique, c'est un circuit qui va venir atténuer certaines fréquences d'un signal comme celui d'un oscillateur ici. Pendant ce temps-là, notre ami Robert Moog a pas mal développé son projet de synthé et a déjà créé le premier synthétiseur modulaire complet, qui restera jusqu'à nos jours la Rolls des synthétiseurs et l'outil de musique électronique le plus influenceur au sein de la musique de nos jours, électronique ou pas. En 1967, Max Chauning va révolutionner à son tour le concept de synthèse sonore en développant la synthèse par modulation de fréquence, ou FM. En gros, l'idée c'est qu'un oscillateur est modulé par un autre oscillateur pour permettre d'augmenter les possibilités de création de timbres. Ces nouveaux sons vont définir la musique des années 80 grâce au célèbre DX7 de Yamaha, que j'ai malheureusement pas sous la main là tout de suite. Avant de passer à la suite, on ne peut que parler de ce que la musique électronique a pu faire au cinéma. En effet, malgré la présence de beaucoup d'instruments traditionnels dans les BO de films, même pour la SF avec Star Wars, les synthétiseurs vont avoir leur place toute particulière dans les bandes originales, que ce soit dans Les Chariots de Feu par Vangelis, Orange Mécanique par Wendy Carlos ou encore à Halloween par John Carpenter. Oh, on va s'amuser en parlant de tout ça dans une prochaine vidéo. Depuis la fin des années 60, les instruments électroniques destinés à produire des rythmes se voient devenir de plus en plus populaires. Ainsi, après de nombreux essais plus ou moins fructueux, la société Roland va également se mettre à la boîte à rythme. En fait, avant même de s'appeler Roland, l'entreprise s'appelait Acetone et produisait des boîtes à rythme pour orgue appelées les Rhythm Ace, sur lesquelles il fallait sélectionner des presets qu'on ne pouvait qu'écouter, accompagner ou accélérer et ralentir, ce qui est déjà quand même pas mal pour l'époque. En 1972, Kikutaro Kakehashi quitte sa propre compagnie pour fonder la compagnie Roland. Après avoir développé plusieurs synthétiseurs comme l'impressionnant System 700, Roland reprend les boîtes à rythme en sortant la TR-77 qui commence à montrer des signes de programmabilité. En 1975 sort la Paya Programmable Drum Set. Ce sera la première boîte à rythme programmable, ce qui va compenser ses sons encore quelque peu austères.
En 78, Roland passe aux choses sérieuses avec la CR78, la première boîte à rythme à microprocesseur. Elle est semi-programmable à l'aide d'un switch appelé WS1, sur lequel on pouvait taper ses propres rythmes sommaires. Vendu séparément dans la limite des stocks disponibles. Cette boîte à rythme, on l'entend chez Blondie, chez Phil Collins et bien d'autres. En 1980, on voit la sortie de boîtes à rythme populaires utilisant des échantillons de son. C'est le cas de la très convoitée Linn LM1, pendant que sa collègue, la tout aussi convoitée TR-808 de chez Roland, utilisait encore exclusivement des circuits pour produire des sons. Mais la TR-808, comme la TR-606 et la TR-909 après ça, avait une particularité. Elle ne sonnait pas comme une vraie batterie, ce qui devait pourtant être le cas. À vrai dire, ces boîtes à rythme seront de véritables échecs commerciaux. Leur production a cessé en quelques années. Ces boîtes se sont retrouvées pour une bouchée de pain dans des magasins d'occasion et des jeunes vont ainsi s'en emparer pour faire de la musique avec le peu de sous qu'ils avaient. Ces jeunes, ce sont évidemment les membres de Run DMC ou encore Afrika Bambaataa avec la 808, c'est aussi Skinny Puppy, Etienne de Crécy ou encore Daft Punk avec la 909. Et c'est là les fondements de la musique électronique de nos jours, à la fin des années 80 et début 90. Désormais, il y aura une forte demande pour ces boîtes à rythme, mais une quantité fatalement limitée. Et c'est ainsi que les prix ont commencé à augmenter jusqu'à atteindre des sommes faramineuses encore aujourd'hui, et ce malgré leur apparente obsolescence. Évidemment, on passe à côté de quantité d'autres machines comme l'Oberheim DMX ou encore la Lindrum, toutes ces machines étant très populaires au sein du hip-hop. La musique après les années 80 s'enterre donc dans des caveaux et des hangars, et ces machines froides en apparence vont faire tout de l'ambiance des rave parties et des soirées techno underground. Toute une contre-culture va se développer ainsi et prendre de l'ampleur. Et donner de fil en aiguille la musique électronique que l'on connaît de nos jours. Enfin, je tiens à vous rassurer, il y aura d'autres vidéos pour parler de ça, voire même des lives, pourquoi pas. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Tipeee, on risque de fabriquer pas mal de trucs ici et ça pourrait donner un petit coup de pouce, je pense. Sur ce, je vous dis à plus tard, écoutez et faites de la musique.